Je suis très heureux que tu sois ici. Moi aussi, je suis content. Tu as vraiment l'air de ne pas être fatigué du tout. Je pourrais encore faire 5 étapes de plus. Peut-être qu'il y aurait encore un changement dans le classement. Et le pays, comment c'était? Quelles sont tes impressions concernant l'Arabie Saoudite? Au début, il y avait beaucoup de controverses avant même le rallye, en cause, disant qu'il pourrait y avoir certains problèmes liés à la culture de l'Arabie Saoudite. Mais en réalité, ils ne nous ont même pas fait ressentir cela parce que nous aussi, évidemment, quand on reste enfermé dans le bivouac, ce qui se passe au bivouac reste au bivouac, n'est-ce pas? Et on ne ressentait pas non plus à propos de cela, par exemple, quand il y avait des femmes dans l'assistance de certaines équipes, elles disaient aussi qu'elles ne sentaient pas vraiment que les femmes étaient maltraitées ici. Bien sûr, il faut dire aussi que nous étions un peu une priorité pendant la durée du rallye. Je pense que c'est aussi pour cette raison, mais tous les mythes liés au fait que ce serait difficile au quotidien, je pense aussi qu'ils ont été démystifiés. On a commencé très fort parce que d'habitude, la première étape fait environ, je ne sais pas, entre 30 et 4-20 km. Et nous, on considérait toujours ça comme un prologue avant tout le rallye pour déjà établir à peu près nos positions et rouler dans notre groupe. Et là, la première étape faisait tout de suite, je crois, 360 km avec encore plus de liaisons, donc 750 km le premier jour. Donc on a vraiment commencé assez fort, mais à cause de ça, les positions n'ont pas vraiment pu se stabiliser parce qu'on roulait dans beaucoup de poussière sur de très nombreux kilomètres. Donc il était impossible de remonter à la position où on aurait voulu être au final. Et en ce qui concerne le terrain lui-même, il changeait tout le temps parce qu'on roulait, le début du rallye était très technique sur des pierres, des lits de rivières asséchés dans les montagnes, des canyons. Et la deuxième semaine est devenue plus sablonneuse, avec des dunes, du sable et des sections très rapides, à environ 170-175 km à l'heure. Et les supporters? Parce qu'en Amérique du Sud, c'est très animé, non? Là-bas, on voyait vraiment que les gens vivaient pour ce rallye. Et ici, y avait-il aussi des supporters passionnés ou seulement ceux qui venaient de l'étranger? Ici, il y avait un peu une pénurie de supporters, parce qu'en Amérique du Sud, j'ai même montré aux gars une vidéo de notre entrée en Bolivie. Là-bas, pendant 50 km, il y avait constamment des gens au bord des routes et c'était des foules. Là-bas, il y avait en tout un demi-million de personnes sur ce tronçon, alors qu'ici, il y avait vraiment très peu de supporters. Une petite équipe de Kielce est venue me voir, des supporters polonais. Et ensuite, tout le monde au bivouac demandait aux Polonais qui étaient venus et qui avaient eu envie de faire le déplacement. Et eux, ils étaient là justement avec des drapeaux polonais sur les étapes. C'est sympa, non? D'autant plus que pendant toute l'étape, on roulait vraiment avec des animaux du désert. Parfois, on croisait 2 chameaux sur la route. Et puis soudain, un drapeau polonais. C'était vraiment cool. Le Dakar lui-même. En ce qui concerne l'organisation, on pouvait sentir la différence entre ce qui était avant et ce qui est maintenant, notamment en ce qui concerne les problèmes logistiques ou non logistiques. Est-ce que c'était simplement le Dakar que l'on connaît, mais juste dans un nouvel endroit? Sur le plan organisationnel et logistique, moi, je pense que l'organisateur avait tout prévu assez bien. Personne n'a eu de problème pour aller d'un bivouac à l'autre. L'organisateur lui-même assurait la même structure sur chaque bivouac et il n'y a eu aucun retard à ce niveau-là non plus. Il y avait des services de restauration, des équipes médicales et aussi des bureaux de presse. Tout était conforme. Et en ce qui concerne le rallye lui-même, en comparaison avec d'autres Dakar, toute l'organisation était exactement la même, la seule différence étant que nous avons changé de lieu pour l'Arabie Saoudite. Mais tu disais que c'était rapide. C'était rapide, oui, et lors de la deuxième semaine, l'organisateur lui-même n'avait sans doute pas prévu que les voitures et nous irions aussi vite, parce que tu sais, sur d'autres rallyes, même ceux de la Coupe du Monde, il arrive qu'une ou deux fois pendant le rallye, au maximum, on atteigne 170-175 km à l'heure. Oui, ici, il y avait une spéciale où, eh bien, il y avait une ligne droite, par exemple, de 15 km, où j'avais l'accélérateur à fond tout le temps. Après 15 km, il y avait un léger changement de direction, là d'environ 30 degrés vers la droite, où en réalité je n'avais même pas besoin de relâcher l'accélérateur et j'étais tout le temps à 160, 165, 170, 160, selon le terrain sur lequel je roulais, si le pneu avait beaucoup de résistance ou non, mais ces sections rapides me convenaient. Ça te convenait? Et qu'as-tu pensé du fait que vous receviez les roadbooks juste avant les spéciales? Tu sais, les règles étaient les mêmes pour tout le monde. Bien sûr, tu ne pouvais pas examiner la carte à l'avance et repérer les passages difficiles, parce que parfois, rien qu'en regardant la carte, bah, tu peux deviner
où ça risque d'être compliqué et te rappeler de rester particulièrement concentré sur le roadbook. Mais bon, les règles étaient les mêmes que pour tout le monde, donc on avait simplement plus de temps pour se reposer la veille. Et est-ce que ça faisait une différence? Parce qu'on sait qu'avant, il y avait des mapmen dans les équipes d'usine. Il y en a toujours. C'est juste qu'ils en profitent quand ils reçoivent le roadbook la veille, alors que maintenant, quand le roadbook est donné le matin, ils ne peuvent pas en profiter. Et à mon avis, ces différences se sont réduites sur certaines étapes. Est-ce que cela a eu un impact sur la sécurité des participants? Le fait que tu n'avais pas le roadbook à l'avance, qu'en penses-tu? À mon avis, le roadbook était très bien fait. Vous avez rendu hommage à Polo et il y a eu une journée d'arrêt. Oui, et à mon avis, cette journée de pause était nécessaire pour tout le monde parce que malheureusement, tout le peloton de tête, moi y compris, et quelques concurrents derrière moi, avons été témoins de cette situation. J'ai vu la situation quand il réanimait Paolo, Toby était là, assis, il était vraiment abattu, ça se voyait clairement. Il n'était pas nécessaire d'être psychologue pour s'en rendre compte. Stéphane Spitko était debout et les médecins étaient penchés sur Paulo, essayant en quelque sorte de le ramener à la vie, n'est-ce pas? Donc en passant par là, je savais déjà que la situation était très grave et j'espérais qu'ils annuleraient l'étape le plus vite possible, qu'ils nous diraient d'aller directement à l'arrivée, parce que c'était vraiment difficile de continuer à rouler. C'était vraiment extrêmement difficile de parcourir ces 230 km supplémentaires, je crois, en ayant conscience que quelqu'un, disons exactement comme toi sur une moto, et même avec beaucoup plus d'expérience, un pilote aussi rapide, eh bien n'est plus en vie, parce qu'il venait justement de rouler sur le même parcours que toi, celui que tu devais emprunter, et il n'est plus là. Donc cette situation était vraiment très difficile. En plus, j'ai eu la malchance d'en avoir vu un peu trop, et c'est certain que ce jour de pause que l'organisateur a accordé à tout le monde a été bénéfique. Je sais que vous vivez tous ensemble dans le bivouac. On sentait la tension chez Honda quand Brabec roulait, et on sait que l'année dernière aussi, il était déjà tout près de la victoire, mais le moteur, 2 années de suite, c'était pareil. Il était tout près de la victoire, et puis 1 ou 2 étapes avant la fin, la Honda tombait soudainement en panne. Donc personnellement, j'ai parlé avec lui avant et après le rallye et je lui ai souhaité la victoire, même si, il faut l'avouer, j'ai une certaine sympathie pour KTM et les gars de cette équipe. Ricky méritait vraiment cette victoire parce que pendant 2 étapes, lors de 2 rallyes consécutifs, il était en tête et à la fin, une panne, qui n'était d'ailleurs pas de sa faute, l'a exclu de la lutte pour la victoire. Et là, encore une fois, il a montré qu'il roulait avec constance. Il n'a pas gagné beaucoup d'étapes lors de ce rallye. En fait, il en a remporté 2 ou 3 au total. Mais quelqu'un a dit un jour quelque chose de très sage à propos de ce rallye. Ici, ce n'est pas le plus rapide qui gagne, mais le meilleur. Et cela se vérifie dans ce rallye. Et Ricky a enfin remporté ce rallye, voilà. et c'est sans doute aussi ta spécialité, cette constance, parce que on a vu que tu ne prenais pas de risques pendant ce rallye, sur les spéciales. Non. Enfin, peut-être un peu sur la dernière, parce que je sentais aussi que j'avais la possibilité d'aller un peu plus vite à certains endroits. J'avais un bon groupe de concurrents. Stéphane Sbitko partait juste devant moi, donc sur la dernière spéciale, j'ai un peu appuyé sur l'accélérateur. J'ai reçu des reproches de la part de beaucoup de personnes, enfin des reproches positifs de la part de mes parents par exemple, parce qu'ils étaient assis là, les mains tremblantes. Mais sur cette étape, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et pour toutes les autres étapes, je le répète toujours, j'essaie de rouler prudemment sans jamais dépasser ma propre limite de confort sur la moto. Si je me sens en confiance, alors je roule en confiance, n'est-ce pas? Je me souviens de ce que tu m'as dit avant le rallye. Là où c'est permis, roule vite, et là où ce n'est pas permis, roule lentement, d'accord? Et voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc à l'avenir, peut-être que tu pourras ouvrir un peu plus les gaz une fois que tu connaîtras un peu mieux l'Arabie, non? Écoute, je suis sportif et j'ai aussi mes propres ambitions. Je n'aimerais pas finir un autre Dakar encore à la 17e place, mais plutôt grimper doucement dans ce classement. Maintenant, dans 2 mois, il y a Abu Dhabi, et juste après Abu Dhabi, en fait, on reste aux Émirats, et il y a la Baja Dubaï. Ensuite, c'est soit la Baja Jordanie, soit le Kazakhstan. Je ne sais pas encore, il faut encore que je regarde le calendrier parce que je ne m'en souviens pas. Continuerez-vous à faire de l'enduro ou de la baja et du cross-country? Non, non, non. Baja et cross-country. Quand on fait tout, on finit par être moyen partout. Ouais. Et si vous vous concentrez sur une chose, peut-être que vous y parviendrez un jour. L'année dernière, on a tout fait et il n'y avait pas le temps de se concentrer sur une seule chose parce que c'était l'enduro. Juste après l'enduro, on passait sur la 450 pour la Baja. Puis juste après la Baja, je ne sais pas, le Silkway, la moto du Dakar. Et encore ce schéma,
tout le temps une autre moto et c'était plutôt moyen. Ok, bon début de saison. Félicitations. Cool, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre aide précieuse et votre soutien inestimable. Je suis profondément reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Votre gentillesse et votre générosité sont vraiment appréciées.